Et bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Et nickel. On arrive d'ici peu. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu, ce compteur repartira 5 minutes. Hein. Arrive dans vraiment 2 petites secondes, le temps de setup un truc, et je suis là. Et bonsoir à toutes et à tous. Comment vous allez Twitch? Comment ça va? Le chat, salut à tout le monde, salut à Kurt. Je vais dire salut à tout le monde, à tout le monde. C'est actuellement 13, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut vous. Hello, I'm Amber. Je n'ai pas là. Et en effet, je suis tout seul, une fois de plus ce soir. Ah, excusez-moi. Hier, on était en live chez Fred, c'était... On a testé de pas mettre de fond. Ça passe aussi. Voici un petit peu. Un petit test, globalement, voir un peu ce que... Louis Sauvage apparaît, c'est exactement ça. Comment vous allez? La cam bouge. Pas Diablo 4. Mets-toi bien, Kevin. Ah. Alors, ce soir, un programme relativement léger, hein, rien de bien méchant, juste une nouvelle tier list. J'espère qu'il y a des petits intéressés dans le chat, et surtout des maîtres des ombres, parce que ce soir on va faire une tier list de monstres. Also, hi everyone, we're also doing an English stream tonight.
French and English. So if you're English, of course, don't hesitate. Bilingual King. Yes, thank you. I think Logan is doing. The camera's moving a lot. Ah, comment vous allez? Comment vous allez en cette 9e journée du caisse? Ça passe si vite. On a des belles choses en préparation là. On a eu des belles discussions entre nous. Et 2-3 trucs à vous montrer d'ici. Pas ce soir. Il n'y aura rien d'exclusif ce soir, il n'y aura rien de nouveau ce soir, je pense. Mais dans la semaine, ouais, vous allez avoir des belles nouvelles surprises, des stretch goals, toutes potentielles petites nouveautés. Et mesdames et messieurs, on va faire. Eh, Fred, c'était bien. Ouais. On adorait le faire, honnêtement. On était comme des gosses avec Steven. C'était excellent. Il a posé des très bonnes questions, c'est un animateur de génie. Et quand j'ai fait une conférence, moi, à la Japan Expo de Paris avec lui, je suis arrivé sur le plateau. J'étais tout stressé. En plus, c'était une conférence avec Aline Chetaille. Donc voilà, elle quoi. Je venais de la rencontrer juste avant de monter sur le plateau. Et genre, j'arrive, je suis tout stressé. Je prends le micro, je sais pas quoi dire. Et là, d'un coup, Fred, il parle. Et j'ai tout oublié. Tout allait mieux. Dès que Fred, il a commencé à parler. C'était incroyable. Un très très bon souvenir que j'ai. Donc, Fred, incroyable en tant que animateur, streamer, ami. Personne incroyable. Le dragon. Ah oui, le dragon, mesdames et messieurs. Le dragon. C'est un stretch goal à débloquer. Il est très... Sur la page. Voilà. Un peu étrange. Format de la cam est pas fou. Oh, je vais voir. Laisse laisser. Et je pense que Gildermeist, c'est sur Dragon va me survivre. C'est dommage de perdre quand même. Et de débloquer un dragon. On a vu d'avant, on veut trop le voir maintenant. Je sais pas ce qui est mieux. La cam, mais après on ne verra pas trop. Parfait. Parfait, c'est parfait. Mesdames et messieurs, on veut te voir. Où dis-je? Me voyez-vous? Le dragon est débloqué, il s'appellera Gildermeist. Il y a moyen que d'ailleurs, si on fait. Enfin, quand on va faire les quêtes du dragon, parce que c'est pas. Bientôt, à mon avis, on le fera à un moment ou à un autre, hein, ça c'est sûr. On fasse une ref à Gildermeist, parce que là, c'est obligé. Excusez après, sauver oui. Un dragon qui se cache dans le... C'est vrai, qui se cache dans la brume. D'ailleurs, Gildermeist, c'était une... C'est ton moment, c'était une histoire à raconter par rapport à ton pseudo. Franchement, prête-toi parce que ça veut dire Gilder, sachant que Mist, ça peut aussi dire brume.
anglais. Un genre de pseudo à raconter. Et aussi, attendez, on va faire un petit. Vous êtes 20 actuellement dans le chat. Eh ben écoutez, on va faire un petit sondage. Je vais en après. On va laisser 10 minutes, comme ça on va avoir un maximum de votes. Je viens de vous faire un petit sondage, mesdames et messieurs. En fait, nous réfléchissons actuellement à proposer aussi d'autres d'autres boîtes et d'autres manières de se procurer Erune sur le Kickstarter actuellement. Et nous voulons aussi proposer le pledge Erune héroïque, donc le pledge de Erune de la premier KS. Simplement, il n'y aura pas la boîte, en fait, la grosse boîte que vous aviez eu, vous, et les backers qui est au premier KS, elle n'existera pas. Ce sera deux boîtes différentes. Ce sera la boîte Erune Aventure et l'extension héroïque. Parce qu'en fait, nous, pour nous-mêmes, on va faire ces deux boîtes séparément. Parce qu'on veut aussi des runes Aventure pour pouvoir les vendre à tout le monde, et des runes héroïques, extensions héroïques, pour ceux qui ont déjà Aventure et qui seraient pas là pendant KS, etc., qui vont manquer l'extension. Donc on va faire les deux. Donc là, l'idée, ça serait de vous dire simplement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non d'avoir Pledge héroïque, et si après vous avez un peu des vrais arguments et un vrai débat, vous pouvez dans le chat et allez-y, de vos idées. Sinon, si vous juste donner un peu votre avis, mais sans trop expliquer pourquoi, vous pouvez juste voter sur le sondage. Faire un GoFund pour qu'ils en risquent. Non, c'est le KS. Refaire un financement participatif juste pour le dragon, juste pour Geldermeist, ouais, c'est carrément neuf. Et pendant que vous votez pour le pledge Erune héroïque, pour savoir, donc du coup le prix sera quasiment le même ou le même que celui qu'on a eu sur les runes de base, voilà, pas de différence. Donc pendant que vous votez pour ce pledge héroïque, pour savoir si vous pensez personnellement que c'est une bonne idée ou pas, vous n'avez pas besoin d'avoir trop d'arguments. Pendant que vous votez pour ça, moi je vais lire un peu. C'est un sondage Ceteris, c'est un sondage Twitch. Ça dépend si vous êtes sur téléphone, il faudrait swipe pour ne plus avoir l'épinglé. Téléphone, c'est un peu complexe, mais sinon, ouais, sur vous avez en haut du chat. Pendant que vous votez, moi je vais lire ce que met mon ami Geldermeist. Alors, l'histoire de mon pseudo, donc en 2010, j'avais besoin d'un pseudo pour la première était Silvermist, brume d'argent. Bah voilà. G, Gam, Game, Y à mon prénom réel, Brian a un Y. Brume d'argent, mais avec le G. C'est excellent. On pourra faire un dragon en brume d'argent. On va faire un dragon qui sort des brumes d'argent. La très belle histoire de Geldermeist. Je sais toujours pas comment le dire. Geldermeist. Un dragon dans la plume, ça va être stylé du coup. Ah bah écoutez, moi je sais pas qui est l'illustrateur qui va faire des très beaux dragons, mais il va pouvoir se faire plaisir quoi. Dragon, d'ailleurs, je vais regarder un peu le alcool. Je sais pas s'il y a des fous encore qui ont regardé les détails. Savoir que ça, c'est la version 3D, mais très sombre que vous voyez pas. La première version, la prototype du figurine du dragon en fait. Il y a des détails qu'on peut déjà voir, notamment sa tête. Regardez bien, ce sera pas un dragon très joli comme vous voyez, enfin très joli quand même. Un dragon majestueux et joli. J'ai limite envie de dire genre séduisant, etc. sur un dragon. Plutôt un dragon un peu érune, un peu bien. Avec des dents qui partent dans tous les sens. Je pense que ça peut se voir déjà. Et les cornes aussi. Ouais, ouais, ça me fait. Pour le KS, on stream tous les jours. On est bien obligé, hein, on a des gens qui nous suivent. Faut leur faire du contenu, quoi. Bien sûr, j'adore faire ça. Oui, qui me le KS d'Erune, elle pourrait être intéressée par la version héroïque. Ouais, c'est exactement ce qu'on se dit. Et aussi ceux qui sont intéressés par Erune de base, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre les 200 € du master. Et c'est des possibilités, voilà, on y réfléchit. Donc là, je vous demande un peu comme ça. Sachant que dans tous les cas, on demandera peut-être aussi à des membres du Discord, à la communauté francophone sur Facebook. Pas mal de possibilités qu'on peut faire.
partirait sur du 2x6 en termes de taille de figurine sur le plateau. Non, non, Nebruin, je ne pense pas que le dragon fera du 2x6. À mon avis, c'est pas mon avis, ça je le sais d'ailleurs, c'est du 2x2 le dragon. Puisque son aile, comme elle est là, sera au-dessus des autres figurines. Mais elle sera en 2x2 quand même. Je pense, hein. J'ai une bêtise. Logan qui dit E. J'ai dit une bêtise. Arcada Studio, éditeur de jeux de société hybride vocaux. Speak with your game. Et toi Dark Vador, merci pour le follow. Moi j'ai vu en gros le dragon. Attendez. Quentin? Arcada Studio, éditeur de jeux de société hybride vocaux. Pas la réponse. Speak le dragon with il est your en game. 2x2. Dans l'idée c'est un 2x2 le dragon. Oui, on est d'accord. Logan, tu vois. C'est un 2x2. Non mais il est possible qu'il puisse changer de taille, mais faudrait une vraie bonne raison quoi, parce que je sais pas si vous vous rendez compte déjà 2x2 cases ce que ça fait. Donc faudrait vraiment un énorme... toi Dark, pour le first time chat, un deuxième compte que tu as là Dark Vador? Et que tu étais déjà abonné à la chaîne, même sur une chaîne différente. Je suis perdu, je ne comprends pas. Le dragon n'aura pas besoin de 2 traits au donjon pour changer de pièce. Ah déjà avec 2, je suis sûr que déjà avec 2x2 et vu la taille qu'il compte faire, ouais. Je vais pas mettre le dragon à côté de ça, Quentin? Dans l'idée. Là, je vais pouvoir vous montrer un peu la taille des figurines globales. Je vous montre des exclus, j'étais même pas au courant que je pouvais vous les montrer. Enfin, que je n'étais pas au courant que j'allais vous montrer ça. Quoi. Alors. Bien qu'on puisse l'avoir. Ce n'est pas d'ici la fin du stream, ça sera au moins pour le stream de demain soir. Vous voyez l'écran? Alors, très mal crop. Servir pour la tier list. Donc c'est nickel. Vous pouvez voir les tailles des différentes figurines qu'on a sur R1. Et surtout sur la Tenarkness. Avec du coup Medusa. Qui fait genre 2 fois plus que le troll. En fait vous avez un deuxième troll dans le Gorgoroth. Et son posing bien stylé. Qui fait vraiment peur. Le Golem d'os aussi est pas mal dans l'idée. Hein. Ça c'est un belle figurine. Et avec... Et juste des... C'est énorme. Ouais. En effet, c'est énorme. Je tiens à m'excuser, je voulais dire 2x3. Ouais, je me disais... je me disais 2x6 Geldermeister, c'est beaucoup... le Brewing. Si je commence à confondre vos pseudos... Inspiration des 4 dragons d'Arcadia Quest. Ah, toutes les références, je vais la regarder. Ah, je pense que ça a pu aider, ouais. Ça a pu aider. Ça a pu aider dans la manière de... En fait, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez, enfin, le dragon que vous voyez dans l'idée, c'est pas vraiment un dragon non plus. Faut plutôt qualifier ça d'une wyvern. Que c'est... Regardez bien, là, c'est... Enfin, vous voyez pas vraiment vous. Moi, je le sais. Là, au bout de ses ailes, là, il y a des pattes, des griffes, quoi. Et donc, du coup, il a pas de 2 bras, juste des ailes dans son dos. Et genre, ses bras, ce sont ses ailes. Il y a juste 2 pattes arrière. Donc, dans cette idée-là, à mon avis, de Arcadia Quest, de pas juste faire des gros monstres majestueux, voire à des moments. Un peu plus dans notre style,
d'avoir une wyvern, d'avoir un monstre avec une gueule bien défoncée avec des dents de tous les côtés. Je pense qu'un jour on pourra vous montrer des belles illustrations. Comme les dragons de Game of Thrones. Ouais, c'est ça, c'est à l'inverse des dragons de Game of Thrones. Du coup. À quoi ils ressemblent? Les dragons de Game of Thrones, c'est des. Exactement. Et bah écoutez, tu as bien raison. C'est bon. Le moment où vous avez tous l'air d'être d'accord sur le vote, sur le sondage, savoir si on fait, si c'est une bonne idée ou non pour vous de faire un pledge Rune Heroic, voir un peu pour proposer en fait de nouvelles choses aux arrivants, pour un pledge moins élevé que le Master Pledge actuellement. Le prix serait le même que sur le. Que ça fait plaisir pour voir un peu tout ça. Je ferais ça à Tintatouti si j'avais un indicateur de recherche problématique. Là, heureusement, je suis sur mon compte de travail, donc vraiment, a priori, il devrait y avoir rien de bizarre. Même déjà sur mon compte. Des gens étranges qui. Vous pouvez expliquer pourquoi le pledge heroic? Ouais, c'était une idée qu'on a. On s'est dit, on voulait avoir un peu la vie de la commu globalement. Qu'est-ce que vous pensez de rajouter un nouveau pledge, le pledge héroïque, sur le même prix que sur le et faire un peu faire un prix d'entrée pour ceux qui n'ont pas Erune moins élevé que sur le Master Pledge. Mais ils n'auraient pas la même boîte, pas la boîte complète, ils auraient la boîte aventure et au-dessus la boîte héroïque. C'est pas ces deux petites boîtes. Là, c'est la boîte aventure que tu peux avoir, plus l'extension héroïque qui va du coup sortir avec. Et donc ça serait l'idée, ça serait de leur donner ça, de proposer aux gens aussi. C'était juste voilà une idée qu'on a et dans tous les cas on voulait juste avoir un peu votre avis. Donc. Vraiment le dernier film D&D vraiment le best. C'est de me spoil. C'est d'avoir le jeu pour moins cher mais avec le core game, c'est ça? Ouais exactement. Que si, enfin, ils vont pas acheter juste Light and Darkness pas standalone. Ouais en effet ça c'est d'avoir là on peut voir nous quand on peut voir et avec le nombre de personnes qui peuvent être intéressées par le projet. On se dit que ça mériterait peut-être d'un pledge avec une entrée un peu plus faible quoi. Voilà. Mais c'était juste très rapide pour avoir votre idée. Rien de plus. Je vais faire le point sur les stats du KS. Ouais, carrément. Bah alors actuellement, on a quasiment 1200 backers. Du coup, si on regarde sur qui on voit que bien évidemment, premièrement déjà, le projet est fini. Vous savez, on a actuellement quasiment 1200 backers et en termes d'argent, vous voyez à l'écran, on est sur 182 000. Ça va nous permettre de faire déjà une très belle extension, ça c'est sûr. Et on peut voir un peu là les pledges daily qui se passent. Là, c'est à peu près normal si on regarde un peu tous les caisses, c'est comme ça, avec un gros. Normalement, une grosse participation au début. Le milieu, dans tous les cas, il peut varier, mais il est jamais très élevé. C'est les 17 jours en fait. T'as les 40 premières heures et les 48 dernières heures. Et entre deux, c'est un peu le calme plat. Voilà, sur KickTrack d'ailleurs, je conseille. Si vous visitez KickTrack une fois par jour, ça vous permet d'avoir plus de visibilité. Vous savez juste à ouvrir la page, scroller 5 secondes et après vous pouvez refermer la page. Le page d'éclaircissement. Peut-être quelqu'un d'intéressé. Ouais, c'est que. On sait qu'on peut avoir des gens intéressés. De booster la visibilité sur Kickstarter. Si c'est exactement ça, en fait, KickTrack permet de du coup booster la visibilité sur Kickstarter ensuite que les gens s'intéressent aux stats. Si vous ouvrez la page, après les gens qui en général sont intéressés vont aussi regarder. Donc voilà, on peut voir que au début, bah, le premier jour, on avait une 658 backers, 266, quasiment. On a eu les
En fait, ça va pas prendre le premier jour. Ça va prendre le mardi du lancement, de 17h. En l'occurrence, à 17h45, vu qu'on a lancé à 17h45 jusqu'à minuit. Ça, c'était le premier jour. En fait, les 48 premières heures, c'est pas exactement les 2 premiers jours. C'est une partie aussi du troisième. Ça montre qu'au final, on a eu nos 1000 backers en 48 heures. C'est plutôt un très bon signe pour nous, savoir qu'il y a vraiment des gens intéressés. Et après, le reste, on est en milieu de campagne, donc c'est tranquille. Ça avance petit à petit. Voilà pour le point stat. Oh là. Avant-premier. Il nous attend. Il y a des gens chauds pour une petite tier list là. Ça m'intéresse. Il y a des monstres. Là, je sais que je vais avoir 40 oui. Et ensuite, parfait. C'est pour rien, est-ce que vous pouvez me dire les yeux de 200 sont déjà fixés. Ouais, on va. Ça, c'est ce qu'on a vu là cette semaine. On a pris un peu de temps pour faire des petits points sur. Les stage goals sont à peu près validés. Et je crois que c'est en cours. On a l'équipe dessus. Et on a déjà toutes les idées, je pense. Et donc, on va révéler ça quand on sera prêt. Et après, on pourra aussi vous révéler d'autres choses potentielles qui vont booster le caisse aussi. Vos petites idées. Ça finit comment votre découverte d'objets? Vous en avez retenu? Ouais, bah de toute façon, tous les objets, on en a pris un par personne sur l'actu d'hier. Enfin, lundi soir. Et on va en prendre un par personne. Et il y en a eu. Il y a eu une personne, je sais plus. Il y a eu une personne où on a pris genre un de ces objets. C'est pour changer les salles. Donc là, on a pris l'objet. En fait, on a dit que. Je pense à Alice au Pays des Merveilles. Changer la taille des salles pour les rendre plus grandes ou plus petites. Pour une fois par quête. On a trouvé l'idée très très marrant. Mais par contre, il faut juste qu'on rajoute 2 lignes pour le gameplay pour se dire genre si la salle elle est trop petite, bah du coup comment tu fais? Si la salle est trop grande, comment tu fais? Mais l'idée est géniale. Et de toute façon toutes les idées étaient vraiment très très bonnes et très très rafraîchissantes en termes de faire avec le jeu. J'avais envie de voir donc on a gardé des bonnes idées. J'espère que le dragon n'est pas un cousin du moine V1 car ça paraît loin. Ouais écoutez on a proposé le dragon, on va voir puis j'espère aussi que ça sera pas le cas mais pour le coup on n'a pas trop de visibilité sur ça encore. Pas trop de visibilité sur ça encore donc on va s'efforcer de faire notre mieux pour avoir un beau dragon dans les rues. Pour l'instant on peut pas. Il y a un salon du jeu à Clermont. End. Je fais la pub pour. Ne vous inquiétez pas. on aimerait bien aller sur tous les salons aussi, mais on peut pas. On choisit de ne pas aller sur tous les salons qu'on peut. Mesdames et messieurs, et en 2 minutes exactement de live tier list. Tout d'abord, je rappelle le concept. C'est un classement totalement subjectif à moi-même, pas du tout objectif en termes de studio, en termes de
oui, on pense que ce monstre-là est plus fort que ce monstre-là, et puis c'est gravé dans le marbre, tout ça. C'est juste mon avis personnel. Aussi, le principe là de placement qu'on va faire, c'est que on va avoir 5 rangées. C'est plus comme les talents. Les talents, il y avait une rangée un peu joker qui va dépendre. Là, on a bien 5 rangées, 5 lignes. Et le but, c'est de tous les monstres de Erune, donc Erune et Erune héroïque, on va les mettre un à un. On va regarder en fait leurs compétences un à un, et on va les mettre dans des catégories et dire bah, ce monstre-là, il va là. Donc, l'idée, c'est de revoir un peu toutes les statistiques, et à la fin, surtout, de potentiellement rechanger certaines décisions qu'on a prises, de se dire que finalement le rat il est pas si nul que ça parce que combiné à d'autres il peut être intéressant, tout ça. Voilà. Je vais pas, je pense que ça sera plus intéressant que je vous le montre directement. Cher petit rat, que tout le monde connaît. Ça je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Le rat, qu'est-ce qu'il fait? 1 de PV comme quasiment tous les monstres, sauf les 2 monstres de gros boss. 1 de PV, 1 d'XP et 10 de déplacement en diagonale. Très très important le 10 de déplacement en diagonale. Une attaque à 1 des noirs, en diagonale aussi. Relativement intéressant, donc c'est très très mobile comme monstre. La défense. La caractéristique d'être petit, donc de ne pas être visible derrière les tables et de pouvoir se cacher assez facilement, et d'avoir aussi quelques événements et runes qui vont l'aider à se cacher, par exemple des brumes. Et le talent attaque groupée gratuit. On peut lancer attaque groupée avec d'autres monstres. Donc le maître des ombres a besoin de maîtriser ce talent. Regarde. Enfin, ses aptitudes. Le rat, il va avoir quoi? Il va avoir esquive. Donc il peut traverser les cases qui sont occupées par des ennemis. Ça, on en parlait juste avant. Les 10 de déplacement en diagonale. Là, il peut aussi traverser les cases ennemies. Donc c'est vraiment... En théorie, il peut aller où il veut. Dans le moulin de l'âne, j'ai jamais fait un moulin de l'âne où je pouvais pas accéder à genre un aventurier que je voulais visiter, quoi. Ou à moins que ce soit la magicienne et qu'elle soit restée dans la première salle, dans le coin de la première salle, quoi. Donc ouais, le principe de ce monde, c'est quand même qu'il soit pas mal mobile. Et nuée, c'est aussi sympa. Et on a 3 rats qui attaquent une même cible. Bon, bonne fortune. Gratuit. Donc du coup, vous allez pouvoir... Et comme le talent attaque groupé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser bonne fortune sur le jet des rats. Et vous n'avez pas besoin de maîtriser le talent. C'est gratuit. Et vraiment, si 3 rats attaquent une même cible, ça commence à faire des dégâts parce qu'ils ont attaque groupée évidemment gratuit, donc ils cumulent leurs dés noirs. Donc 3 rats, ça fait du coup 3 dés noirs d'attaque, avec une seule défense de la part de l'aventurier. Et une bonne fortune en plus. Donc on peut relancer les 3 dés et décider de quel on préfère. On peut relancer chaque dé un à un et décider de quel résultat on préfère. Relativement fort. Donc on a vu un peu le rat et quand même ce qu'il fait. Tu sais qu'il y en a, ils veulent que je le mette dans mignon, parce que le rat, arrivé à un certain point, est inutile. Et ça, je suis d'accord. Mais par contre, en termes de ce qu'il peut faire, et avec la possibilité d'avoir des rats dans les coffres, si le maître des ombres il va garder un peu ses rats et puis les met qu'au dernier moment pour terminer les aventuriers quand il a des événements de rage aussi. Beaucoup d'événements de rage qui vont booster les rats uniquement, pas que les monstres. Pour moi, si on joue bien avec un rat, parce que évidemment, enfin, ça reste un, ça reste un monstre. Il se fait one shot parce qu'il a pas de défense, il donne un seul d'XP, c'est le premier monstre qu'on voit, on le sait. Mais bien joué, plusieurs rats. Après, si y a personne dans Mignon et que le rat est dans Faiblard, je le redescends de Mignon parce que dans tous les cas, il sera moins fort que les autres. Mais voilà, moi dans l'idée. Alors c'est des gens. J'ai. Toi, Fergalou, bonsoir à toi. Il est mignon. Hein, pas trop d'accord. Hein. On va pas dire que dans Mignon, parce que vraiment ça devient anecdotique en termes de dégâts avec tout ça. Mais bien, je sais pas, bien utilisé, vous pensez vraiment que bien utilisé, genre si on a 3 rats, parce que c'est pas rare d'avoir quand même 3 rats sur un même donjon, quoi, si on arrive à les conserver. 3 rats qui, en plus, vont avoir des coups bas facilement, peuvent avoir des adrénalines facilement et tout, quand ils sont enragés, avec des attaques groupées et des bonnes fortunes.
Non, Geldormès, la tier list, pas pour l'instant l'extension. On va voir pour recompléter les tier lists avec. Moi, je le ferai moi de mon côté au moment. Ça, on le fera durant le live de 24 heures avec Steven. Faire du contenu full extension, basé sur quelque chose. Il faut beaucoup de conditions, mais c'est vrai. Et il faut un effet d'amélioration en même temps. C'est vrai qu'il a besoin d'un effet d'amélioration. Du coup, les monstres aussi. Monstres en général. On parle juste des monstres en règle générale. On est au courant que les aventuriers. Comment dire? On est au courant que les aventuriers vont s'améliorer et que les monstres ne s'améliorent pas. Donc là, le but de la tier list, c'est de prendre en compte que tous les monstres ont toujours la même carte à tous les niveaux. Donc on parlera pas de c'est une bonne idée ou pas de faire comme ça, s'il y a des manières de pallier à des problèmes ou autres. Là, le but, c'est vraiment de juste classement entre eux. Mais convaincu. Je voulais pas que le premier il soit dans Mignon, mais. Du coup, par contre, moi, ça m'amène au deuxième monstre, Gobelin. Ami le Gobelin. Il est petit et peau verte. Il a aussi attaque groupée gratuite, un peu comme Nara. Si on reprend depuis le début, il a du coup un cœur en. Il a 1 PV, pardon. Juste ce que j'ai vu. Il a 1 PV, 2 d'XP et 8 de déplacement en diagonale quand même. Donc ça fait aussi un très très bon déplacement. Une attaque de 2 dés noirs, une défense de 1 dé. Encore une fois, attaque groupée gratuite, très utile. Et petit, donc, il est derrière une table, derrière un tonneau, derrière un coffre, vous le voyez pas. Pratiquement pratique. Et des fois, il y a de la brume et tout qui va. Donc après, le gobelin en lui-même, on va regarder quand même. On va regarder quand même. Avec aptitude, enfin son aptitude en l'occurrence. Qui, lui, pour le coup, n'a pas de grosse aptitude. Il a plutôt une aptitude escalade qui est sympa, qui permet de faire en sorte qu'il termine son déplacement sur les armoires, et du coup, les règles de combat, elles sont inchangées, donc ça veut dire que c'est comme se battre quand quelqu'un est sur une table, quoi. Juste qu'on peut pas se mettre à côté de lui, parce qu'il faudrait pouvoir se mettre sur l'armoire. Alors, si vous jouez avec des règles maison, et on l'encourage fortement si vous tentez de jouer avec des règles maison, les téléportations de la magicienne, c'est monter sur une armoire, c'est comme monter sur une table, mais avec un peu plus de déplacement nécessaire. Donc plutôt que d'utiliser 2 cases, vous pouvez en utiliser 3 ou 4. Voilà, il y a plein de choses à faire pour monter sur une armoire avec des règles maison. Et dans le jeu de base, il n'y a rien qui explique comment monter sur une armoire. Donc il a quand même un avantage de terminer son déplacement sur l'armoire. Armoire qu'on voit quand même assez régulièrement hein, dans les donjons. À 2-3 endroits. Donc du coup, c'est quand même pas trop mal quand même. Moi, le gobelin peut être classique. Classique ou faiblard. Après, c'est évidemment c'est des monstres. Enfin, je veux dire, ça va pas être. Faut qu'on regarde les monstres aussi par rapport aux aventuriers qui sont censés les combattre. Les gobelins, typiquement, c'est la caverne de gobelins et c'est la crypte de Rival. Les quêtes 2 et 3, quoi. C'est là où ils sont censés être max de leur forme. Après, on va les revoir parce qu'ils vont être en soutien avec des orques, avec Troll aussi, notamment. Mais c'est plus le monstre majeur que vous allez devoir affronter. Un gobelin, c'est mieux que c'est pas. Gobelin mignon. Ah ouais, mignon carrément. Moi, je veux bien faiblard, mais. Gobelin bof, gobelin archer top. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Ça, je suis bien d'accord. On va le revoir juste après. Pour moi, le gobelin archer. Pour moi, le gobelin archer, il vient là. Voire là. Parce qu'il est trop chiant. Il fait des bons dégâts en vrai. Mais. Moi, sur la table, il se prête bien à une maison. En fait, alors ça s'y prête parce que la table, du coup, fait. Il y a 2 cases de déplacement sur une table. Et il y a. La table occupe 6 cases normalement. Elle occupe 2 par 3. Elle occupe 6 cases. Donc, le combat sur la table, ce que ça fait juste, c'est que ça vous empêche. Enfin, ça limite les possibilités de coup bas. Après, ça dépend.
Oui, oui, orange, je sais pas, j'en ai buté des autres archers. On va voir ça. Le fait d'être sur la mort empêche l'attaque au corps à corps sur le gobelin. Non, on peut faire d'attaque au corps à corps. Les règles de combat restent inchangées sur les armoires. Donc, juste que par contre, l'armoire elle est souvent contre un mur. Donc si ton gobelin se met le dos au mur, ça fait qu'il peut terminer son déplacement sur l'armoire. Donc il a une case de déplacement en mur en plus pour se mettre contre un mur. Et pour coup bas. Et pour le placement en règle générale, pour pas avoir trop d'aventuriers autour de lui. De par toi, la tête d'un dragon, ça sera. Je pense pas que le dragon fera 2 par 3, mais si vous regardez les tables, bon, elles sont énormes déjà. C'est un débat quand on l'aura débloqué, je pense. Référence à la conférence des couleurs chez les gobelins. Conférence des couleurs chez les connaître. Et je donne. Conférence des couleurs chez ça marche. Ouais. Donc, gobelin, or faiblard. Par contre, son homonyme en attaque à distance. Homonyme attaque à distance. Ça marche, vous le voyez bien ça. Donc, gobelin archer. Excusez-moi. Un PV aussi. Il donne 2 d'XP, comme le gobelin. Par contre, il a 8 cases de déplacement en diagonale comme le gobelin, mais il attaque à... C'est-à-dire qu'il a la même attaque qu'un gobelin classique en corps à corps, et à distance, il a un dé noir et un dé jaune. Voilà. Il a une défense avec un dé noir, comme il met jeu de jambes en plus. Jambes qui, je le rappelle, vous permet de vous d'une case gratuitement à la fin de votre tour. C'est pas une action de déplacement, c'est ok, je décide de me déplacer là, paf, je mets. En plus d'avoir attaque groupée et petit aussi. Et bonne soirée à toi, Kurt. Est-ce effectue une attaque à distance sur l'ennemi engagé au combat avec lui. L'escalade est très utile sur les gobelins archers, puisque en fait, j'ai aussi. Je vous ai sauté en là. Donc ouais, le gobelin archer, il va pouvoir se placer au-dessus, sur une armoire, et donc y rester. Même quand on vient venir l'attaquer, il peut lancer son dé noir et son dé jaune. Et une attaque à distance, même sur quelqu'un qui engage au combat. Très utile. Très en là. Très en là. Oh, il va nous terrifier. Parce que, vous voyez un gobelin archer à la caverne au gobelin, ou à la crypte de rival, c'est pire, à la crypte de rival, la quête 2, vous voyez un gobelin archer, une armoire. Comme mon ménage. Comme mon ménage, quand vous êtes au niveau 2 là, assez complexe. Totalement obligé qu'ils ont jeu de jambes ces archers. Ouais, ça c'est un des points on peut oublier des fois qu'ils sont. Mais en effet, qu'ils sont aussi intéressants finalement. Casser le dragon. Non, j'ai pas cassé le dragon parce qu'il est pas encore frais. Je pourrais vous faire un test. Je note. Voir un peu à quoi il ressemble. Alors, on a fait les gobelins. Des gobelins archers qui sont terrifiants. Je pense qu'on est assez d'accord avec ça. Si le gobelin lui-même est en fait le gobelin archer est en terrifiant. Contrebalancer un peu les deux. Peut-être que si vous avez une combinaison entre gobelin archer et gobelin, combinaison de monstres classiques. Par exemple, 2 gobelins pour un gobelin archer.
vous avez voilà, 3 monstres relativement équilibrés. Il y en a un qui est ici et l'autre qui est en bas, ça me paraît assez logique de faire ce petit rééquilibre là. Et monstre suivant. Je pense que je vais terminer avec le dernier pot vert de l'aventure. Même si on passe à un cran au-dessus là. Un orc qui a 1 PV. Mais par contre, donne 6 XP quand on le tue. 6 cases de déplacement. Toujours assez mobile, par contre pas en diagonale, donc c'est en vrai c'est un déplacement moyen quoi, c'est classique pour tous les monstres. Une attaque à 1 dé noir, 1 dé rouge, et une défense à 2 dés noirs, un bouclier. Ah, bonne défense, bonne défense. On utilise adrénaline dessus, et le but d'un orc c'est vraiment avant tout d'attaquer, et que vous voyez avec le dé noir et le dé rouge. Et en plus de ça, il attaque groupée gratuitement comme tout les peaux vertes, et en plus de ça, sa soif de sang. Par tour, si votre orc perdre 1 PV à un ennemi, il utilise enchaînement gratuitement. Comme d'habitude, c'est écrit sur l'aptitude, c'est écrit sur sa carte, vous n'avez donc pas besoin de le maîtriser en tant que maître. Enchaînement, ça va vous permettre de refaire une attaque de PV sur un ennemi. Je sais pas si c'est sur le même ennemi ou pas, ça je l'ai plus. Mais je crois que enchaînement. Je sais pas si c'est sur le même ennemi ou sur un ennemi. Sur un ennemi en mêlée, effectue une seconde après avoir tué un ennemi en. Fait une seconde attaque avec une arme de cette action de combat. Même pas sur le même. On peut faire sur un. Enfin, c'est le même ou sur un différent. Vous avez la possibilité de attaquer quelqu'un d'autre ou de réattaquer le même aventurier et juste perdre 1 point de vie. Là, c'est même pas si vous le tuez, c'est vous perdre 1 point de vie. Donc, très utile, mais par contre, je reviens quand même au fait que 10 cases de déplacement, c'est bien. Les aventuriers, je le rappelle, ils ont 4 cases plus 1 des 6 au début. S'ils ont des bots, ça peut très vite monter à plus. S'ils sont bien positionnés, et en général les archers et la magicienne le sont, ils sont bien positionnés, l'orc va mettre plusieurs tours à aller attaquer l'ennemi derrière, les un peu plus faibles. Par contre, il a une très bonne attaque et une défense qui est pas là pour le faire survivre, mais plutôt juste pour dire ok, tu vas pas le tuer du premier coup normalement. Par contre, si tu t'acharnes sur lui, ouais, il peut mourir. Mais entre temps, lui, il t'aura mis des gros dégâts. Donc écoutez, moi je pense que dans tout ce que je vous ai dit, c'est un monstre relativement équilibré, classique. Pas plus peur que ça parce que il arrive pas tout de suite non plus. Et quand il arrive, on est assez préparé. Après, ça dépend encore une fois de comment vous le jouez, vous. Et de le mettre en retrait et de l'utiliser en tant que finish. Ça peut être intéressant. Le faire combiner avec d'autres peaux vertes. Les monstres peaux vertes qui peuvent avoir des combinaisons insane avec 2 gobelins, un gobelin archer, un orc qui attaque un seul aventurier. Les gars, bon, vous pouvez pas vous en défendre. Je pense surtout pour avoir 2 PV. Ouais, je pense que s'ils avaient 2 PV, ces orques seraient très intéressants. Et s'ils avaient 2 PV, pour moi, instantanément, là c'est en terrifiant, voire en diable. C'est juste que là, avec 2 dés noirs et un bouclier, on peut les tuer relativement rapidement. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si ils ratent leur jet de dés et que nous on réussit notre attaque du premier coup, or qui part. Avec 2 PV déjà c'est pas pareil parce que souvent ça se joue à 1 crâne près. Avec 2 PV déjà ça permet de... Il avait aussi des capacités de régène aussi, ça peut penser à la soif de sang. Et voilà, pour moi l'orc, relativement classique. Attention, c'est un qui tape pas fort. Ouais, on va laisser les squelettes. Squelette, j'ai dit squelette. Ah, donc le squelette de mêlée, d'abord. Il a 1 PV, 4 d'XP, 6 de déplacement. Une attaque à 2 dés jaunes, donc un potentiel de crâne à 4, comme l'orc. Mais par contre, une moyenne de crâne à 2, là où l'orc il pouvait avoir une moyenne de crâne un peu plus élevée. Et il peut aussi générer un peu de stam, donc ça peut.
une défense à 1 dé noir, un bouclier, moins que l'orc, et intrépide. Il a pas attaque groupée gratuitement, il a intrépide par contre. Dès qu'il va mourir, il peut quand même lancer une riposte gratuitement. Enfin, dès qu'il va prendre des dégâts. Mais en général, là, du coup, si en fait, il prend un dégât, il peut quand même c'est la riposte. Par contre, il a intrépide, et je sais pas si, de mémoire, intrépide demande d'avoir riposte. Faut que le maître des ombres ait pris riposte à un moment. Après, globalement, ça peut être très utile quand vous l'avez. Vous n'a pas, ça c'est squelette, les aptitudes du squelette, il n'en a pas. Le squelette n'a pas d'aptitude. Et ses caractéristiques. Moi, le squelette, c'est un avis personnel. Hein. Moi, le squelette, je le mets dans mignon. Mais avant le rat, quand même. Un peu plus terrifiant qu'un rat. Moi, le squelette, quand il y en a plusieurs, ils peuvent être intéressants, mais comme ils n'ont pas été groupés gratuitement, voilà, uniquement pour faire un trépide et avoir des ripostes et faire des dégâts éclairs. Quoi. L'un ou l'autre. En bref, plus faiblard quand même. Mais dans le dernier des faiblards, quoi. Quand je vois un squelette, ça dépend de comment on joue autour, mais on peut défendre que de deux boucliers. Déjà, si vous pouvez faire, si vous avez un potentiel de 3. J'irai oui, car sa défense n'est pas trop forte. En effet, c'est bien pour ça. J'aime beaucoup le squelette, mais j'aurais bien vu pour lui une règle s'il se relève avec sur un D6. Enfin, un 6 avec un D6, ou un stamina et sur un dé noir. Dark Vador. Je sais pas si tu as vu. Capacité du golem d'os. Je pense que tu vas bien apprécier. Je parlerai pas trop là parce que c'est pas le sujet. Et sache que ces idées ont été entendues et reprises pour boss des monstres animés, le boss des golem d'os quoi. Monstre animé avec le plus de... Et le système est présent parce qu'on l'aime aussi. L'archer de meilleur, et bah... Parole. Je pense qu'on va avoir un peu le même effet que sur les gobelins. C'est-à-dire que l'archer va être plus intéressant que le monstre au corps à corps. Mais après ça me semble assez logique aussi parce que vous avez un monstre qui est vraiment là pour faire des dégâts s'il peut, mais il est là pour avant tout protéger l'autre. C'est le squelette classique ou le gobelin classique. Et après, il est vraiment là pour vous en mettre plein la vue. Squelette archer, gobelin archer. Donc, ce squelette archer. 1 PV, donne 4 d'XP quand on le tue. 6 de déplacement, comme le squelette classique. Une attaque au corps à corps à 2 dés jaunes aussi, mais une attaque à distance à 2 dés jaunes et 1 dé noir. Ça permet déjà un potentiel plus élevé et une moyenne aussi, c'est très important quand on regarde les dés et les jets de défense et jets d'attaque. Moi je regarde 2 choses toujours. Je regarde le potentiel maximum de crâne. Donc là on est à 5 avec 1 dé noir et 2 dés jaunes parce que le maximum de crâne sur les dés jaunes c'est 2. 2 plus 2. Et la moyenne par contre, quand même une chance sur 2 avec un noir de faire un crâne. Donc ça augmente notre moyenne de... Pas prof de maths donc ça se trouve. Des gens qui vont me corriger. Mais personnellement en tout cas à vue de nez juste comme ça. Le dé noir, il est vraiment pas inutile. Vraiment pas dedans. La défense, par contre, toujours un dé noir et un bouclier, et intrépide, comme son homologue au corps à corps. Contre, lui aussi, lui non plus, n'a pas d'aptitude. Donc ce squelette archer, très intéressant quand même, pour les dégâts qu'il apporte, et la combinaison en fait avec les autres. Voyez plus. Ni format, ni forme. Les archers classiques par contre. Les classiques, je pense que ça c'est faible. Il peut pas être terrifiant. Il n'a pas de possibilité de se mettre. Il n'a pas le jeu de jambes. Il n'a pas. Alors certes, il fait très mal et bien joué, il peut être. Il a que intrépide, pas d'aptitude.
Ouais, c'est ça. Salut à toi Nicolas, bonne soirée. Et salut à toi Dark aussi, deux gardes qui partent en même temps. Je me suis dit que je n'étais pas à leur goût. Ces squelettes, même topos sur l'architecte gobelin. Même un dé noir de défense. Et 2 PV pour leur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et on peut revoir un peu les possibilités par rapport à l'orc, etc. Et à ce... Roi des os. En dos. Et Discord. Ouais, ouais. Je pense que t'es déjà parti Dark, mais si. Encore là. Pour moi, qu'on l'a bien regardé, le Roi des os, et me plaisait beaucoup de pouvoir se constituer de plein de monstres différents, plein de stades différents. On a bien repris cette. Sans reprendre totalement non plus le principe de. On ne veut pas vous copier simplement. Pour l'archer squelette. Pour faire l'armure vivante. Et en finir avec le monstre le plus fort de monstres animés. L'armure vivante, mesdames et messieurs. 1 PV. 8 d'XP. Et 4 cases de déplacement. En diagonale. Donc, c'est pas exactement comme dire 6 cases de déplacement classique. Que du coup, on peut aller plus loin si on essaie de se cacher de lui. On se met dans la même pièce, mais qu'on se met dans un coin, bon bah il peut quand même se atteindra. Mais quand même, si vous êtes mathématiquement, dans une distance à laquelle vous pouvez vous mettre, et vous êtes sûr que l'armure ne prendra pas. Une attaque en diagonale de 1 des rouges, 1 des bleus. C'est le max de crâne. Moyenne à 2,5 crânes, je crois. Relativement sympa. Défense à 5 des noirs et un bouclier. Avec l'armure vivante, si on a un peu de bonne fortune ou d'adrénaline du côté du maître des ombres, ça peut facilement se retrouver. Et en plus, elle peut être invoquée par les sorcières, donc ça on va y revenir après. Là, le placement de l'armure vivante va être très important pour un autre monstre plus tard, pour la sorcière. Et pour la Banshee aussi. Donc, il a aussi intrépide et contre-coup. Alors, intrépide, ce que ça permet, c'est ça permet de faire des contre-coups. Ah, c'est ça, on l'a pas pris là parce que. Je sais pas. On a pas eu intrépide des contre-coups. Lequel est lequel? Oh, j'aurais pu demander à mon téléphone. Ballon de riposte, on peut des points. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, un dégât éclair à votre riposte. D'accord. Faites automatiquement un dégât de base. Très bien, très bien. Donc, l'armure vivante qui va pouvoir avoir quand même intrépide, donc ce que je disais, c'est que même quand ils vont mourir ou quand ils vont perdre des PV, ils peuvent faire une riposte. Par contre, contre-coup, nativement, si l'armure vivante, déjà, elle ne meurt pas, elle va pouvoir faire au moins une riposte avec un dégât éclair, donc vous avez compte de ça. Et même si elle meurt, au moins vous faire un dégât. Donc, très intéressant. En tout cas, c'est qu'elle peut en faire pour la riposte. Et super utile. Zone d'attaque. Et elle n'a pas de zone de dos en fait. La même situation. Elle n'a juste pas de zone de dos, elle peut attaquer de tous les côtés et elle peut. Elle n'a pas de. Pas faire coup bas sur une.
relativement intéressant. Moi, ce monstre a très peur parce que en fait, s'il est bien joué et si on a quelques-uns qui sont accumulés sur une magicienne seule et esselée. Voilà, mais bon, c'est un diable. C'est un des monstres les plus forts que vous pouvez avoir. Heureusement qu'il n'y en a pas trop. Et malheureusement, les sorcières aident pas trop à ce niveau-là. Donc si la sorcière elle se met un peu en recul et qu'elle fait que spawn des armes vivantes, ça peut être très embêtant parce que si elle commence à survivre, il s'accumule et donc compliqué de jouer. Et il y a des gameplays, il y a des manières de jouer contre. Hein. Voilà, évidemment, c'est regarde encore une fois le moment à quel ça va apparaître les armes vivantes. C'est pas un diable jusqu'au niveau 15 ou jusqu'au niveau 20. C'est pas ce que je veux dire, c'est que au moment où elles apparaissent et si elles sont bien utilisées, et robustesse, c'est fini. Robustesse, adrénaline, bonne fortune, prémonition. Une de mes créatures préférées, ouais, c'est ça. On peut l'éliminer. Oui, avec le dégât éclair, exactement. C'est vrai que si vous jouez bien avec votre gardien, normalement vous pouvez faire des 3 trucs. C'est à toi, Ito. Pas vu, excuse-moi là. Est-ce que tu as apporté une réponse? Ta groupée fait un dégât. Utiliser sa soif ou les TG séparément. Alors, revenons-y, tiens. L'orque. Donc, l'orque, s'il va perdre un PV à un ennemi, il va tellement gratuitement. En fait, l'orque, ça dépend de comment vous voyez. Nous, ce qu'on considère réponse officielle d'Arcada, ça serait si l'orque participe à l'attaque, va compter comme s'il va avoir fait des dégâts. Parce qu'il a participé à l'attaque groupée. Même s'il fait des éclairs, sur ses GD à lui, si tu regardes les GD séparés, s'il fait que des éclairs, mais que c'est le gobelin à côté de lui qui a fait les crânes et que l'aventurier en question va perdre des dégâts, c'est quand même considéré comme l'orque a fait perdre des points de vie un minimum parce qu'il participe à l'attaque groupée, d'une manière ou d'une autre. Là, ce que vous avez, c'est du coup la manière de jouer avec le gameplay classique. Il y a totalement la possibilité de se dire, attendez, si l'orque il a fait 0 crâne, il a fait 0 dégâts, donc voilà, parce qu'on peut pas savoir non plus c'est le crâne de quel. Enfin, quand l'aventurier va faire des boucliers sur sa défense, il va bloquer le crâne de quel monstre? Il va bloquer le crâne du gobelin ou le crâne du l'orque? Enfin, on sait pas. Ça, il n'y a aucun moyen de savoir. Par contre, si l'orque fait 0 crâne, vous avez le droit de remanier à votre sauce si ça vous fait plaisir, dire qu'il ne peut pas faire ça. Mais normalement, dès qu'il participe à l'attaque, alors cette armure, mais je pense qu'elle est limite du diable pour moi. Très bien son rôle de voyage de position, d'absorption des dégâts, mais je pense pas qu'elle puisse être décisive. Ah ouais? En termes de positionnement, moi, pour moi, elle est décisive. Mais après, ça dépend de comment on veut le voir. En termes de statistique pure, elle ne peut pas être trop décisive parce qu'elle n'a pas d'attaque groupée classique. Et un des rouges, un des bleus, c'est très bien. Mais passer un certain niveau, c'est quand même plus suffisant. On doit dépenser un stamina pour l'attaque groupée, encore une fois. C'est l'attaque toute seule. Surtout qu'il y a des chances de riposte sur l'armure vivante. Et donc, on l'a dit, c'est un peu la meilleure manière de l'attaquer. Donc, c'est vrai qu'elle peut pas être trop dans l'attaque et trop dans le je vais te tuer. Je vais être celui qui va te retirer les points de vie pour que c'est quelqu'un d'autre qui te finisse. Par contre, elle a un très bon rôle de tenir une position, acculé dans un coin, l'aventurier, si ça passe des armures violentes, je pense que c'est le monstre le plus terrifiant qu'ils peuvent avoir en les bloquant. Et en plus de ça, si jamais vous êtes assez bas en PV quand même, là la possibilité un minimum, avec un peu de chance et un peu de réussite PD ou un peu de talent en plus, puissance, adrénaline sur les jets d'attaque, de vous terminer. Et... alors ouais, il tient très bien et il peut aussi attaquer quand même quoi.
elle bouge de 6. Directement. C'est vrai que son déplacement, par contre... Mais après, il est diagonal. Son déplacement est en diagonale. Donc, c'est 4 cases de déplacement, mais en diagonale. Donc après, ça dépend un peu de la disposition, entre guillemets, j'ai envie de dire, du donjon. Je vous propose qu'on la mette dans tous les cas en stand-by et qu'on regarde les autres monstres. Et après, on va revoir. Mais pour moi, elle est vraiment entre diable et terrifiant. Dans le même délire, dans le cadre d'une attaque groupée, avec au moins 3 rats, tu peux donc relancer 3 dés noirs de l'attaque sans distinction. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, faut vraiment faire gaffe aux attaques groupées. Souvent, on va se dire, ah ok, on cumule de tous mes dés, c'est ça. On les a dans les mains et on les jette. Et finalement, on ne sait plus qui a lancé quoi et qui appartient à quoi. Un monstre, s'il utilise bonne fortune, il relance ses propres dés. C'est pas parce que le rat utilise bonne fortune que le squelette qui attaque en groupé avec lui peut aussi relancer ses dés. Donc faut faire gaffe à bien lancer, au moins se dire, bon bah là j'ai les 3 rats, ils ont tous les 3 un dé noir. Je sais que si je relance, ça va correspondre à ça quoi. Mais si vous commencez à fusionner des monstres, à mélanger les monstres en attaque groupée, ce que je vous conseille c'est de lancer les par un. Et là c'est le rat qui utilise bonne fortune. Là, voilà. Et donc du coup oui, les 3 rats pourront tous les 3 relancer, donc on pourrait relancer 3 dés noirs s'il y a besoin. Sachant qu'en plus vous les lancez les uns à la suite des autres. Si vous avez déjà 2 crânes, vous n'avez pas besoin de relancer les 3 d'un coup. Vous pouvez juste relancer le 3ème et vous dire, bon bah est-ce que ce 3ème là il a bien fait un crâne en plus ou pas. C'est très clair. Bah Ito, mais tu as des questions suivantes. La gargouille me fait plus peur que l'arme vivante. Et bah c'est marrant que t'en parles, Jonas. On va pouvoir regarder. Premier démon. Parce que maintenant, on a vu quasiment toutes les peaux vertes. Vous voyez là derrière, attendez. On a quasiment fait toutes les peaux vertes. Il nous manque juste Troll et Chevaucheur Golem, mais ça on va y revenir. Et on a fait par contre tous les monstres animés. On a déjà fait quasiment 2 classes de monstres. On entame la 3ème classe de monstres, le 3ème type de monstre, avec les gargouilles. 1 PV, 6 d'XP qu'on le tue, 8 cases de déplacement en diagonale. Très important, c'est comme un gobelin. Je rappelle qu'on avait dit que c'était très mobile. Ils vont avoir une attaque de 1 dé noir, 1 dé jaune, en diagonale. Encore une fois, très mobile. Et une défense de 3 dés noirs, 1 bouclier. Ils vont avoir la spécificité d'être petits, comme rat, gobelin, rat et les gobelins. Et ils vont avoir contre-coup. Parce que ça, c'est la spécialité des intrépides, c'était un peu la spécialité des animés. Contre-coup, c'est la spécialité des démons. Avant de me prononcer, on va regarder ses aptitudes quand même. Volant. Le gargouille peut se déplacer sans avoir d'attaque éclair et traverser les cases occupées par des ennemis et ignorer les pièges des aventuriers. Vraiment embêtant, on est bien d'accord. C'est pas les attaques éclairs. Par contre, les attaques d'opportunité, ça marche. Faut quand même qu'elle regarde où elle se positionne. Mais déjà, traverser les cases ennemies sans subir d'attaque éclair. Enfin, harcèlement. La gargouille, elle peut se déplacer, attaquer, redéplacer pour finir son déplacement. Avec 8 de cases en diagonale. Bien manié, ça peut être très embêtant. Escalade, par contre, comme les gobelins classiques, gobelins au corps à corps, elle peut terminer son déplacement sur les armoires et donc avoir l'avantage ou au moins avoir moins de gens autour d'elle si elle se débrouille. Le combo harcèlement escalade et volant d'ailleurs même très très mobile comme vous le voyez en fait c'est clairement le rat du niveau. Vous arrivez niveau 10, il y a ce monstre là, il vous embête. Pas celui qui va être le plus pas avoir un combat épique contre une gargouille a priori, mais quand il va commencer à en avoir 2-3, ouais, on se dit ah, attendez, il y a la machine, elle se retrouve contre 3 gargouilles là. Le maître des ombres, il a 3 stamina, il y a attaque groupée à côté. Go, se calmer un peu les gars. Mais après, les attaques par contre, ouais, c'est ça qui me limite en fait. Les attaques, un dé noir et un dé jaune,
faible. Le potentiel max, il est à 3, quoi. Et la moyenne, elle est à 1, voilà. Entre 1 et 2. La moyenne, elle est entre 1 et 2 de dégâts. Et ils ont pas attaque groupée gratuitement. C'est ça, c'est génial pour les embêter, les aventuriers, mais... Donc ça peut... Et ça se fait one-shot quand même. Après, ça peut se faire one-shot facilement. 3 dés noirs, un bouclier. Trop personnel. Et je vais parler pour moi-même. Entre l'orque et le squelette archer. Pas un monstre à distance. Pas un monstre très très embêtant. C'est ennuyeux. C'est pas embêtant, c'est pas terrifiant, c'est pas... Mais bien joué, ça peut, encore une fois, comme un rat, ça peut être très embêtant. C'est pour ça que moi, le rat, je voulais pas le mettre en mignon à la base, mais bon. C'est un rat, quoi. On sait qu'il est pas non plus très... J'avais réussi à 2 PV par rapport à la peau épaisse et écailleuse. Ouais, alors après, des gros débats aussi. On pourra en rediscuter un autre moment aussi, mais les monstres, globalement, et de l'équilibrage et du design derrière, c'était qu'ils avaient tous un PV. Peu importe, un PV. Et par contre, qu'on regardait au niveau de leur défense. Et que du coup, c'était caps de défense à pouvoir passer avec les jets d'attaque. De création, en fait, d'équilibre plus tenté, en tout cas. Et il n'y a aucun monstre, sauf le troll et la banshee, qui vont avoir plus de 1 PV. Parce que, bah, finalement, on n'est pas censé avoir plus d'1 PV, quoi. C'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on fonctionnent les monstres. Donc, dans l'idée, je comprends ce que tu dis, Jonas, de la peau écailleuse, etc. Même l'armure vivante, hein, pour moi, elle aura PV parce que c'est un monstre qui est très fort en défense. Mais c'est pas non plus l'intérêt d'avoir plusieurs PV sur un monstre, normalement il est pas censé. Voilà pourquoi je l'ai mis en place. Ouais. Faire renforcer les gens, c'est ça par contre. 3 dés noirs, un bouclier. Ouais, ça pourrait mériter un petit 3 dés noirs, 2 boucliers. Là tout de suite, ça vient titiller un peu le terrifiant. Ça vient en tout cas battre avec le squelette archer pour la meilleure position. Là pour moi il est clairement en dessous d'un personnage à distance qui peut être très embêtant. Au-dessus de l'orque qui est équilibré, classique. Parce que quand même bien embêtante si bien. Oh, tiens. Sorcière. Dernier monstre de la boîte de base. Un petit dé bleu, c'est magique quand même. Ouais, bah le dé bleu c'est pour la magie. Un dé bleu en défense, ça peut s'arranger. Après, le dé bleu en défense, c'est pour les faire des éclairs et donc comme les monstres ont qu'un seul PV, il faudrait que ça soit des dés bleus sur qui peuvent avoir contre-coup. Non, intrépide, pardon, qui peut avoir intrépide. Dans ce cas-là, il faut quand même faire des... Et je retiens l'idée de dire que avoir plus de dés de défense. Je parle beaucoup. C'est mon fléau, ça. Pas ma carte fléau, platine. Alors. La sorcière. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette sorcière? 1 PV et 10 d'XP quand on la tue. 10 de déplacement en diagonale. C'est pas mal. C'est pas mal. Je me rappelle tout à l'heure, on disait que, je sais plus quel nom, c'était l'armure vivante, que certains trouvaient que si elle passe de 4 à 6 de déplacement en diagonale, instantanément elle est assurément en diable. Donc voilà, l'argument là de déplacement diagonal pour la sorcière peut se retrouver. Et donc un jet d'attaque avec un jet d'attaque hybride, c'est-à-dire c'est la même chose en mêlée et à distance. Un dé rouge, enfin un dé jaune, un dé rouge, un crâne. Moyenne déjà à 3,5, 3 ou 4 crânes. Avec quand même beaucoup de stam. Il n'y a pas de raté en fait. Vous pouvez pas avoir de phase bouclier vu qu'il n'y a pas de dé jaune, de dé noir, pardon. Vraiment des qui réussissent. Et avec tous ces dés, bah, bonne attaque. La défense, 4 dés noirs, 1 dé bleu,
de bouclier. Contre-coup, intrépide, présence terrifiante, résilience magique. On la refait dans l'ordre. Intrépide. Même si il meurt, il va pouvoir utiliser sa riposte. Faire, en fait, tout simplement décider de vous mettre tous les éclairs qu'elle a sur son jet de défense. Ça se transforme en des dégâts éclairs et donc peut vous défendre. Contre-coup, elle va automatiquement, par contre, avec riposte, avoir un dégât supplémentaire. Donc elle a déjà un dé bleu, donc ça peut faire dégâts éclairs. Présence terrifiante, ça vous augmente le coût de tous vos talents et contre ce monstre. C'est vraiment contre le monstre. Donc dès que c'est pas clair dans le sens c'est pour se défendre d'un monstre, c'est pour tout le groupe des aventuriers. Si elle est à côté et qu'elle est engagée au combat ou qu'elle est à côté, quoi, vous la comptez dans le combat, bah, présence terrifiante compte et donc ça augmente de 1 tout le coût des talents. Kuba par exemple demande 1 de Kuba ou riposte demanderait 1 de stamina. Et enfin résilience magique, faire que même si vous avez de la chance, vous avez un événement rune, vous avez une potion ultra forte, qui donne des dégâts imparables. Normalement, les monstres, ils prennent un dégât imparable, ils meurent. Là, même si vous faites un dégât imparable, elle peut lancer son. Donc vous devez à minima faire plus de 3 dégâts, sachant que s'il fait pas un seul bouclier avec 4 dés noirs et 1 dé bleu, c'est vraiment pas de chance. Dodo, parce que... Je le fais juste rapidement. Elle a 2 sorts possibles. Provocation d'armure, donc elle va pouvoir invoquer une armure vivante sur une case visible. Armure vivante qui est dans Diable, mesdames et messieurs, je vous rappelle, l'armure vivante. À minima qu'ils ont au déterrifié. Et Brûlure des Ombres, son deuxième sort, sur du coup les cases à ces cases elle va infliger à chaque ennemi adjacent un dé rouge et 2 dés bleus. Pas mal en termes de dégâts de. Elle va avoir aussi une aptitude qui s'appelle Héros des Ombres, et que dès qu'elle va traverser une case occupée par un ennemi, donc elle peut déjà traverser les cases occupées par les ennemis, elle va voler un stamina, la réserve de l'aventurier, pour le mettre dans la réserve du MO. Si la cible qu'elle traverse n'a pas de stamina, il va lui voler un mana, qu'elle peut pas donner au maître des ombres parce que voilà, on n'a pas de mana, elle va quand même lui voler un de mana. C'est très embêtant, on a vu que 8 cases de déplacement en diagonale, c'est vraiment compliqué. Et évidemment, lévitation. Donc c'est un sort qui va se déplacer sans avoir d'attaque éclair. Comme la gargouille, qui va traverser les cases occupées par les ennemis et qui va ignorer les pièges des aventures. Donc, l'aéro des ombres, ça permet qu'elle se déplace comme elle veut, sans avoir forcément d'attaque éclair, et qu'elle a juste à décider qu'elle termine son déplacement. Alors qu'en plus, elle peut faire une convocation d'armure à côté d'elle, vous retirez des ressources et puis invoquer une arme vivante. Relativement embêtant. Maintenant, l'argument que je vais avoir, très étrange, c'est que en fait je peux pas. La tier 10, il faut prendre en compte le niveau auquel vous allez avoir ces monstres-là. Pas tout simplement me dire, ok, c'est une sorcière, on a vu à quel point c'est fort. Normalement là sur le papier, passe là quoi. Normalement sur le papier, elle est diable top tier. En fait, c'est vous livrez comme le monstre le plus fort du jeu. Le fort de Heroine de base, c'est le truc que vous allez voir le plus à la fin et qui va être le plus ennuyeux à combattre. Sauf que ces sorcières-là, on a une par-ci par-là dans les quêtes, une seule, ça peut se jouer encore, et quand on commence à en avoir plusieurs, on est déjà très stuffé. C'est-à-dire qu'on est déjà sur la boîte aventure, on est déjà du coup à la 7ème quête, je pense. Sur la boîte héroïque, on est déjà à la 14ème ou 15ème. Donc pour moi, elle est là. Parce que vous avez déjà pu récupérer votre stuff, vous êtes déjà à un niveau où en fait vous avez plein de talents aussi. Vous aussi, vous allez avoir résilience magique, vous allez avoir en fait puissance, tout ça. Donc ouais, même s'il y a présence terrifiante, d'acheter un petit peu de l'huile voodoo et de d'herbe à pipe et puis vous en consommez chaque tour et puis vous avez de la stamina. Non. Il y a des manières de jouer, une fois qu'on arrive à un certain niveau, il y a des manières de jouer où ça va changer votre nom. Et pour moi, la sorcière, elle est très forte et elle est pas dans le diable parce que pas non plus voulu pour être le. Ça, c'est comme si vous en doutez bien.
Voilà où je mettrais la sorcière. Utiliser riposte, mais seulement sur un aventurier à côté d'elle, c'est bien ça. Ouais, la riposte se fait pas à distance. La riposte se fait uniquement au corps à corps. Si t'as un aventurier qui attaque à distance, elle prend aucun dégât, bah elle prend aucun dégât. Pas faire de riposte sur cet aventurier-là vu qu'il est à distance, ni sur un aventurier à côté, parce que bah, elle a riposté, mais du coup elle évite les dégâts sur l'autre. Non. La riposte, ça marche sur l'attaque au corps à corps, pas sur l'attaque à distance. Maintenant, les monstres, aventuriers, déjà, pas d'accord avec ça. Position. Moi, ça m'intéresse de savoir si comment vous êtes tous d'accord ou pas. Mais on abusé. Hein. Ah. Je vais faire un sondage à la fin. Un sondage à la fin pour voir si vous êtes tous. Non. A priori. Écho, ça a l'air d'aller. Parce que la plupart d'entre vous étaient juste en train de manger et de me regarder faire une tier list. Je suis vraiment convaincu que c'est ce qui est en train de se passer là. Donc, regarde le prochain mot. C'est bizarre, trop bien. On va commencer par le commencement. On va pas montrer ça d'abord. On va commencer par ses aptitudes. Exactement ça. Eldermeister. Bah écoutez, j'en suis. Je suis devin. En plus d'être streamer. On va commencer par ses aptitudes, et particulièrement sa dernière aptitude, cavalier. Qu'on comprenne et qu'on remette un peu du contexte. Ah non, excusez-moi, on va pas commencer par ça. Présente le molosse démoniaque, évidemment. Faire dans l'ordre. Molosse démoniaque. 1 PV. 10 d'XP. On le tue. 8 de déplacement, pas en diagonale. 8 de déplacement linéaire. Une attaque à 1 dé jaune, 1 dé bleu en diagonale. Une défense à 3 dés noirs, un bouclier. Relativement. Le tout me semble relativement équilibré, cohérent. Il a contre-coup et intrépide par contre. Donc ça c'est très embêtant. Des belles défenses, des belles ripostes. Et des beaux dégâts éclairs en riposte. Une zone d'attaque, c'est une figurine de une case par deux. Il peut quand même avoir une zone d'attaque aussi en diagonale avec les cases et puis toutes les cases autour de lui. Relativement intéressant à préciser. Chien de garde. En gros, dès que il y a un ennemi entre dans la ligne de vue du molosse démoniaque, si il est à 3 cases, enfin s'il se déplace à 3 cases de déplacement du chien de garde, donc à 3 cases du chien de garde, enfin du molosse démoniaque, il va lui sauter dessus. Il va faire un gros bond, genre et il va pouvoir lui faire un jet d'attaque éclair. Donc il va lancer son jet d'attaque normal, mais simplement ça va faire des dégâts en fonction du nombre d'éclairs obtenus. Et en plus de ça, bah, c'est les dégâts éclairs, donc ça peut être très embêtant. J'adore cette aptitude, il faut savoir, c'est peut-être une des aptitudes qui me fait le plus plaisir, ça et celle du troll qu'on va voir juste après. Donc voilà, très intéressant. Et la monture fait que, donc ça on va le voir juste après, c'est le cavalier aussi de l'autre. Il y a un gobelin qui est à côté du boss, il peut tenter de le chevaucher et il va faire un dé noir. S'il obtient un éclair, le molosse va manger le gobelin. Perdez votre gobelin. Et une chance sur 6 de perdre un monstre. Si vous faites un crâne ou un bouclier, bah, le gobelin est retiré du plateau et vous mettez un gobelin, pocheur gobelin sur le molosse. Donc les figurines qui se clipsent, hein, je le rappelle. Donc, mal de possibilités avec ce petit. Terrifiant. En classique, mais. En fait, le fait qu'il ait un bond comme ça, je le remets en classique relativement équilibré. Le fait qu'il ait un bond et une combinaison avec le gobelin archer, le gobelin. En fait, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je laisse démoniaque. Mais comme il se transforme quasiment assurément en un chevaucheur gobelin, s'il a la possibilité d'avoir un gobelin à côté. Un gobelin avec ses stats.
Et voilà, le chevaucheur gobelin va être très intéressant. C'est ça que je mets, ouais, c'est ça. Je mets le molosse là. On va y revenir pour le chevaucheur gobelin. Vous voyez à l'écran. 2 PV. Le premier monstre qui a plus de PV, 2 PV. Vite d'XP quand on le tue. Vite de déplacement. Un jet d'attaque à mêlée en diagonale. 2 dés noirs, 1 dé jaune, 1 dé bleu. Très fort. Des attaques à distance, 2 dés noirs. Défense à 4 noirs, pardon. 4 dés noirs. Donc par contre, la défense peut rater assez facilement. Peut carrément rater son jet de... et par contre, le chevaucheur gobelin a attaque groupée. C'est vraiment une figurine qui est relativement marrante parce que vous fusionnez les capacités, du gobelin et du boss démoniaque, les deux en un seul. Il y a attaque groupée, mais il y a aussi un très bon jeu d'attaque, il y a un bon déplacement. Et en plus de ça, si on voit même zone d'attaque que sur le boss démoniaque. Le molosse et le chevaucheur peuvent attaquer une cible différente, sachant que le molosse, dans tous les cas, il peut garder son jet d'attaque classique avec un dé noir, un dé jaune et un dé bleu. Et le chevaucheur gobelin, par contre, lui, il a le gobelin a attaque corps à corps ou distance avec 2 dés noirs. Un potentiel quand même assez élevé si on cumule. Ou alors on peut carrément split et faire des attaques différentes. Et évidemment, cavalier, donc quand il va perdre son premier point de vie, le chevaucheur. Soit vous allez garder le gobelin, soit vous allez garder le molosse. Tout ça, il y a des possibilités de après refusionner avec d'autres s'il y a d'autres gobelins ou d'autres molosses à côté, vous pouvez refaire un chevaucheur gobelin. Après la sorcière. J'adore. Ça, plus le fait que déjà en fait les gobelins sont pas non plus trop nuls. Enfin, sont faiblards, mais sont en haut des faiblards. Et que le molosse démoniaque est en haut des classiques. Ça fait forcément que la combinaison des deux est ici, et cette stat est très intéressant. Elles est encore au bureau. Oui, dort dans les bureaux en fait durant les 21 jours. C'est un défi qu'on s'est lancé. On va live tous les jours, pour vous. Une conversion coop, et donc tous les monstres ont été groupés assez rapidement, donc ça change la force des mobs. Ouais, ils ont été groupés, mais du coup, vous allez pouvoir, vous n'allez pas avoir de stratégie propre sur les monstres. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, bah, ce là il va reculer, va se préserver, etc. Donc ça peut changer la force en termes de puissance de dés et de puissance des monstres, mais par contre ils sont à l'utiliser entre guillemets, c'est-à-dire que normalement vous devez suivre qu'un algorithme. Le changement dans la Darkness du mode solo, vous allez pouvoir avoir l'application qui va elle par contre avoir son propre gameplay, sa propre mécanique et ses stratégies à elle. Vraiment très intéressant. Très bien. Il ne reste donc que balade. Je vais commencer par lui et puis ça. Non, je vais commencer par le filon. Là, je vais le faire dans l'ordre pour moi. Et ça fait Fielon, Banshee et Troll. Parce que le Troll, c'est juste un ma figurine préférée, de deux mon monstre préféré. Donc, Fielon, qu'est-ce qu'il va faire avoir un PV. 6 de déplacement. Correct. Attaque, avoir en diagonale un des rouges, un des bleus, un crâne. Je me souviens de cette attaque. La même chose que la sorcière. Simplement que la sorcière, elle avait fait en hybride. Elle pouvait attaquer en hybride. Ouais, la sorcière pouvait attaquer. C'était de l'hybride. Donc, même jeu d'attaque sur le Fielon. Simplement qu'il va pas avoir, la possibilité d'attaquer à distance. 4 dés noirs. 1 dé bleu. 2 boucliers. Défense également comme la sorcière. Donc globalement, on a l'impression que ce truc, c'est l'incarnation des sorcières dans des démons au corps à corps.
Les talents, c'est la même chose. Contre-coup, rapide, présence terrifiante, résilience magique. Donc, va pouvoir se défendre, va pouvoir faire des ripostes, même s'il perd des PV, etc. Et des présences terrifiantes. Résilience magique, il peut se défendre des dégâts imparables. Et si on regarde les aptitudes. Lanceur de sort, donc il va pouvoir faire une colonne de feu avec infliger des dégâts, un dé jaune de dégâts imparables. Chaque personnage sur une zone de 2 par 2 cases. Très fort. Après, il faut qu'il la voie, mais très fort. Et la brûlure, il faut qu'il voit aussi un personnage en particulier. Il peut lui infliger des noirs de dégâts imparables. Ce personnage-là. Donc les deux font à peu près la même chose, sauf un, c'est un sort de zone. Il y a aussi une aptitude de chef de horde où l'attaque groupée est gratuite pour tous les alliés dans la même pièce que le fielon. Donc ça c'est très puissant. Il faut savoir que attaque groupée gratuite, ça fait, s'il y a plein de monstres, ça fait beaucoup de stamina d'économiser. Même si le maître zone peut le faire, ça fait beaucoup de stamina économiser pour faire d'autres talents. Soif de sang. Une fois par tour, ce fielon fait perdre au moins un PV à un ennemi. Il peut utiliser enchaînement gratuitement comme l'orc avec le fielon. Pour 10 d'XP avec 6 de déplacement et tous les jets d'attaque et de défense. Pour moi, et c'est là. En fait, on en voit très peu. En fait, finalement, c'est on voyait Kral le pourfendeur, mais et pas Yeto, mais au final, vous avez déjà de quoi vous en. À part Kral le pourfendeur, tous les autres fielons que vous croisez, pour moi, ils sont pas. Fielon, il est en dernier terrifiant. Dans le dernier terrifiant, voire au premier déclin. Il va mettre dernier terrifiant. Parce que c'est corps à corps et parce que il a pas la possibilité de faire spawn des armures vivantes. Vous devez le mettre dans. Pas le laisser là, mais il y a moyen qu'on le rechange. La boss du jeu, mesdames et messieurs. Fenrida elle-même, oui, je spoil si vous n'avez pas joué au jeu. La Banshee, Fenrida. Là, on passe sur un niveau différent. 3 PV, 30 d'XP, 6 de déplacement en diagonale. Une attaque avec un dé jaune, 2 dés bleus, crâne en diag. Défense avec 3 dés noirs, 1 dé bleu, 4 boucliers. Contre-coup, intrépide, présence terrifiante, résilience magique. Comme tous les autres. Enfin, comme tous les autres, comme le fielon et la sorcière. J'ai d'attaque correct, mais sans plus. Par contre, un jet de défense très bon, et avec du coup, contre-coup, qui rajoute un dégât éclair. Attention. 3 PV, attention. Lanceur de sort. Convocation d'armure, donc on peut un fielon. L'armure vivante si on n'a plus de fielon dans sa boîte, vu qu'il n'y en a que 3. Sur une case visible. On a vu où était le filon, même si c'est le dernier terrifiant, c'est quand même terrifiant. Brûlure des ombres, même chose que pour la sorcière, mais juste qu'elle va infliger un dé rouge et 2 dés. Je crois que c'est la même chose pour la sorcière. Convocation des ombres, fielon ou l'armure vivante qu'elle peut invoquer. La brûlure des ombres qui va faire la même chose que. L'aptitude d'après, c'est l'éclipse glaciale. La Banshee traverse une case occupée par un ennemi, un dé bleu. Donc là, c'est même plus on vole directement si on lance un dé bleu. Un ou deux crânes, la cible perd une action de base et lors de sa prochaine phase. En fait, un crâne ou d'action. Et tous les éclairs obtenus vont voler. Ça, c'est pour Logan, ça. Je peux pas le faire quand je disais rien, genre. Le patron est un philo, comme son chat. Il est. Je pense que vous avez. Patron avec ça. Son beau pull. Je sais plus ce que je disais. Ouais, l'éclipse glaciale. Vous allez lancer un dé bleu dès que vous traversez une case occupée par un ennemi avec un ou deux crânes. Et donc, il perd pas une action de base à l'aventurier. Et un éclair, vous allez lui voler un stamina. Il stable une fois par cible, une fois par tour également. Pas non plus trop en abuser. Une fois par cible et par. Là, je suis pas sûr de pourquoi et par tour, parce que une fois par cible, c'est plusieurs fois par tour. Une fois par tour, c'est sur une cible. Et je pense que c'est juste une fois par tour et que du coup, traverser un aventurier et puis sur le prochain, ça le fait pas. C'est quand même déjà très fort. Par contre, l'évitation, même chose que les autres. On peut traverser les cases occupées par les ennemis sans subir d'attaque éclair et sans avoir de.
Banshee, malheureusement. Dans Diable en première parce que bah, invoquer des filons, invoquer des armures vivantes qui sont dans Diable. D'ailleurs, du coup, bouger là parce que. Et voilà, c'est la bonne chime, mesdames et messieurs, c'est le boss final du jeu. C'est normal qu'elle soit dans Diable et que ça soit quasiment l'unique. Sauf. Alors, c'est parti pour le troll. 5 PV, rien que ça, 5 PV. 30 d'XP également et 4 de cases de déplacement. Une attaque à 2 dés rouges, 1 dé bleu, un crâne, un diagonal. Une défense à 6 dés noirs, 1 dé bleu. Et très beau jet d'attaque et de défense. Je tiens à préciser que là, la stamina et les ça part beaucoup en attaque. Et la défense, quand même pas. Il y a des potentiels de fou malade pour bloquer et aussi faire des défenses. C'est une peau verte, donc il a attaque groupée plutôt que d'avoir contre-coup. Attaque groupée, avec par contre aussi intrépide quand même, présence terrifiante, résilience magique. Il n'y a que c'est bon. Et enfin, ses aptitudes. Donc, il y a une zone d'attaque autour de lui, comme le Moloss finalement. Les cases adjacentes, juste pas les cases derrière lui quoi. Et un balayage, il peut frapper en une seule fois. Quand il fait un jet d'attaque, il frappe tous les personnages dans la zone d'attaque. Il effectue le jet d'attaque, voir le nombre de crânes qu'il a. Il va infliger autant de crânes à une personne. Il va retirer un crâne, il va regarder la deuxième personne et lui dire bah toi tu prends ça. Et il continue de retirer un crâne et regarde la troisième personne et dit je prends ça. Ainsi de suite jusqu'à ce que soit il n'y ait plus de personne. Ouais, il est plus de crâne. Enfin, a priori c'est vraiment fort. A priori c'est. Si il est vu, il arrive trop vite ce troll. Et c'est pas bon signe quoi. Et puis, il peut être téléporté, s'il peut être modifié d'endroit et tout. Et évidemment, bah, par aptitude, un lanceur de sort. Il va récupérer 3 PV. Il va. Constitution. Et avec emprise, chaque ennemi présent dans la pièce va lancer un dé. Un crâne, chance sur 2. Il est immobilisé ce tour. Un éclair, une chance sur 6. Il est immobilisé ce tour et il subit un dégât éclair. Il peut se défendre. On n'oublie pas le reconstitution qui permet de récupérer 3 PV. Donc c'est-à-dire qu'il sacrifie son action de combat mais il récupère 3 PV quoi. Avec justement les dés que vous connaissez. Je propose mesdames et messieurs, c'est pas coutume de faire ça. Moi. Parce que moi j'ai envie de mettre mes monstres à moi et de pas mettre mon avis à moi et de pas trop qu'après vous puissiez débattre de mon avis. Là je sais pas. Un nouveau. Oh le Banshee en premier. Évidemment, hein, oui, je vais le passer. Mais il est dans le diable. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Alors, en 2 minutes, c'est très très court. Ravi. Salut Colin. 2 minutes pour vous. Troll et cette Banshee. Tous les deux très ennuyants en fait. Hein. Ça dépend vraiment de la disposition. Le bémol du troll, c'est vraiment pas se déplacer comme. Il y a 4 cases de déplacement. Quand même, l'aptitude qui permet d'attaquer tous les personnages dans la zone d'attaque, c'est vraiment fort. S'il peut. Le maître des ombres est pas trop débile, peut prendre course. Comme j'ai dit dans ma tier list des talents. Jeu de jambes plus course, le troll peut gagner 6 cases de déplacement. Ensuite, quand il a 10 cases de déplacement, le troll c'est plus drôle. et bien placé, il est trop fort. En plus, la reconstitution, c'est le sort qui fait le charme du troll. Et qui va pouvoir lui mettre un. La reconstitution qui permet de regagner 3 PV, c'est fort, il peut. Mais par contre, Banshee fait gagner, poser des filons sur le board ou dans le vivant. Inutile aussi. Il a un énorme jet de défense. Troll aussi.
Une personne qui a voté. Le vote n'était pas une si bonne. Je peux même regarder qui a voté. Je pense que je pourrais regarder si je veux. A priori, la personne comme moi. Pas. Troll est le grand gagnant. C'est le premier en diable. Monstre, il y a 2 monstres que vous croisez, c'est Troll et la Banshee. Troll est premier, numéro 1. Et pour vous, mon avis, tous les monstres de Erun, avant Erun. On va bien évidemment revoir la tier list en fonction de prototypes qu'on a ou des idées en tout cas qu'on a de gameplay des monstres. On a dû créer des gameplays pour faire un prototype, pouvoir y jouer nous-mêmes et le donner à des gens aussi. On a du coup des idées des gameplays des nouveaux monstres sur la Darkness, mais on n'est pas fixé sur certains trucs. Par contre, ça serait très intéressant avec cette tier list là, si tout le monde est d'accord avec la tier list, après ressortir les nouveaux monstres et dire bon bah Life ici c'est voir un peu les monstres de l'extension. Et j'espère qu'ils vont tout être à peu près bien équilibrés, qu'ils vont tous. Non, on n'aime pas les nouveaux monstres encore. Je ferai ça sur une autre soirée, je pense. On est déjà à 45 de live. Finir bientôt. Mais on va pouvoir faire ça, soit on le fait, je vous le dis en fait, soit ça, je le fais d'ici à la fin du PS, quoi, pour qu'il un peu mon avis sur ces monstres et sur ces monstres de l'extension. Soit on le fait avec Steven en live durant le live de 24 heures, où on va du coup vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur Light and Darkness, faire beaucoup de contenu autour de Light and Darkness et du PS, quoi. Et un peu les choses, l'extension. Et voilà pour tout ça. Je vous donnerai le lien d'ailleurs, tout ça, si vous-même. Très bientôt la possibilité de faire votre propre tier list avec les mêmes choix que moi, les mêmes possibilités que moi. Je vais regarder ça pour mettre tout ça public. Donner les différentes propositions. Et les amis, n'hésitez pas d'ailleurs, le précédent début de live, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour faire le sort du Bean the Game. Je le rappelle, vous avez la chance de gagner un récompense Bean the Game. Vous serez dans le jeu illustré, doublé par des personnages, enfin par des comédiens. Vous aurez votre propre personnage doublé par des comédiens. Vous allez pouvoir choisir l'alignement de votre personnage, l'histoire de votre personnage, un peu qui, etc. Vous pouvez le faire sur vous ou sur votre ami ou n'importe qui. Et tirer au sort durant le live des 24 heures. À chaque live, vous pouvez partir. La 24 heures va être incroyable. Ouais, on l'espère aussi. Ouais. Vous prévoyez une partie live, un de ces 4. Une partie en live, ouais, carrément. On va probablement faire ça durant les 24 heures, encore une fois. On a pas mal de choses. Et on va voir un peu les différentes possibilités de faire bientôt. Sachant que par exemple, la semaine prochaine, il n'y aura pas du tout Steven sur les streams. La semaine prochaine, donc à partir de la dernière fois que vous voyez Steven sur les streams avant les 24 heures, c'est demain soir. Après, demain soir, c'est la dernière fois qu'il arrive, et après, vous le revoyez pendant les 24 heures. Mais il y a moyen qu'on fasse ça avec. Et sinon, dans les 24 heures, on va s'éclater avec Steven. On va voir un peu les nouveaux monstres. J'ai envie de vous revoir jouer. Ne inquiétez pas, on va vous montrer. Et les amis. Et il a été viré pour 15 jours. Ouais, c'est cool. Ah, il va terminer ses études, mesdames et messieurs. Faites tout le l'heure possible et il va pouvoir être diplômé et nous faire de très belles applications pour Arcada pour la suite. Et donc, grâce à la dernière semaine de cours, c'est que voir des gens bien raconter sa vie, tant qu'il soit là, c'est bon courage à lui. Ouais, faut lui envoyer de la force. N'hésitez pas à aller lui envoyer sur Discord. C'est un peu le petit loup. Il a pas stressé, mais
Très bien, très bien. Tu peux revenir? Oh, nous avons gagné des backers. Bienvenue à tous les nouveaux. Je crois qu'on était à autant de backers. Je vois les chiffres. Merci aux nouveaux. Donc que le projet vous plaise. On est à 4 backers d'être à 1200. C'est une folie, hein, mesdames. Écoutez, les amis, un petit stream tranquille ce soir. Je passe le message alors que non. Pas le droit de dire des grossièretés dans le chat. Et je passe le message. Et puis n'hésitez pas à aller vous-même lui dire sur Discord. Hein, je pense qu'il sera très touché que toute la commune entière française lui dise bonne chance pour ses examens, Steven. Voilà. Il va se douter que je l'ai dit en live, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, c'est un très bon stream. J'ai bien apprécié faire passer ce moment avec vous. Tout le monde connaît, que tout le monde adore. Alors j'y pense, les rediffs du stream seront bien. Ah bah on l'a possédé. C'est la première rediff du stream. Si, l'animation. Mesdames et messieurs, c'est une très belle soirée passée avec vous. Je vous souhaite à demain pour un nouveau stream. C'était Louis et Louis. Avec Braun,